Bienvenue pour la suite de cette découverte de l'ESP32. Au menu des généralités et plein de détails sur le fonctionnement des ADC de notre micro. Allez, c'est parti avec tout d'abord des généralités sur la conversion analogique numérique. On commence avec le symbole de l'ADC, en anglais Analog to Digital Converter. Un seul fil en entrée, la tension analogique à convertir. Et en sortie, autant de fils qu'il y a de bits. Rappel, en analogique, la variation est continue, comme sur un cadran à aiguille, alors qu'en numérique, on a des valeurs discrètes, une suite de chiffres. Et la conversion peut se faire aussi dans l'autre sens, on parle alors de CNA ou DAC. Je vais me servir tout à l'heure d'une balance et donc de poids. Ici, 4 différents. Le premier, le poids le plus fort, il correspond à la moitié de la pleine échelle, ici 1 kg. Donc, poids fort de 500 g. Le second, c'est la moitié du premier, donc 250 g, et ainsi de suite jusqu'au poids le plus faible. Il va correspondre au LSB, le Low Significant Bit. On l'appelle aussi quantum, car c'est la plus petite grandeur mesurable. Une formule toute simple permet de retrouver sa valeur. On remarquera que si on fait la somme de tous les poids, on ne retrouve pas les 1000 de départ. Normal, car 4 poids, ça fait 16 possibilités de la combinaison 0 à la combinaison 15. On le voit mieux sur un graphe. Je vais me limiter tout d'abord à 3 poids, ce qui va donner 8 valeurs de 0 à 7. Et on voit que la discrétisation engendre une erreur de quantification. En effet, si je prends 1000 au départ, ça va me donner que 875 au maximum. Au pire, l'erreur est égale au quantum, donc le LSB ici égal à 125. Si on prend maintenant 4 poids, l'erreur est la moitié moins grande, 62 au lieu de 125. Et on comprend bien que plus il y aura de bits et plus les marches d'escalier seront fines et plus on sera précis. Les valeurs en sortie sont en effet des multiples discrets du quantum. Ici 16 valeurs de K allant de 0 à 15. Pour les nombres de bits importants, l'erreur devient très faible, voire même négligeable. Avec l'ESP32, on peut choisir différentes résolutions de 9 à 12 bits, ce qui reste très précis. Au niveau des technologies, des variantes avec des principes de fonctionnement différents. Regardons ça selon 3 critères. Premièrement, précision, donc le nombre de bits. Ensuite, la rapidité ou fréquence max de fonctionnement. Et on remarquera bien souvent que plus on a de bits à calculer, plus on met de temps. C'est logique. Et enfin, la consommation, c'est très important pour les systèmes embarqués. Pour la techno dite à rampe de tension, bonne résolution, mais pas très rapide. Mieux avec les sigma delta, beaucoup plus rapides. Et en termes de résolution, ils sont au top du top. Ensuite, les SAR, de bonne résolution, généralement entre 8 et 20 bits, et bonne rapidité. Si on veut plus rapide, il faut utiliser des pipelines, mais en termes de consommation d'énergie, c'est bof. J'ai mis en orange alors que j'ai mis en vert les SAR qui sont très peu gourmands. Et pour les flashs, c'est ultra rapide, mais rouge vif en termes de consommation d'énergie. Si je regarde chez un fournisseur de composants, les sigma delta sont très répandus. Et pourtant, ils sont loin derrière les SAR, normal, car ces derniers proposent un très bon compromis sur les 3 critères vus précédemment. Allez, essayons de voir comment ils fonctionnent. Pour l'exemple, je vais essayer de quantifier le poids d'un colis. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe d'une balance,
Eh bien, c'est d'équilibrer les deux côtés. C'est comme quand on fait du moto-chèvre, il faut trouver le bon équilibre. Et pas confondre le moto-chèvre avec le chèvre-moto, c'est encore autre chose. Mais bon, il faut aussi de l'équilibre, là, attention. Et sinon, plus moderne, avec Kawasaki et sa moto-chèvre qui va bientôt être commercialisée en 2023, je crois. Allez, restons sérieux et essayons plutôt de trouver le poids du colis. La technique dite par approximation successive utilise le principe de la dichotomie, où on divise successivement par deux l'espace de recherche. Si la plage est entre 0 et 1000, je commence par placer 500 sur la balance. Si c'est pas assez, je rajoute la moitié, donc 250. Si je constate que c'est trop, je l'enlève et je mets que la moitié. Donc 125. Si je constate que c'est pas assez, alors je rajoute la moitié de 125, donc 62,5. Si ça s'équilibre, c'est gagné. Dans ce cas, le colis pèse exactement 687,5 grammes. Un coup de chance, car dans la majorité des cas, on est entre deux. Soit c'est pas assez, soit c'est trop, même en mettant le plus petit des poids. Il faudrait continuer de jouer avec des poids de plus en plus petits pour affiner, donc augmenter le nombre de bits pour réduire l'erreur de quantification. Ok, alors sur le principe, mais en électronique, comment ça se passe? Je vais prendre la technologie SAR, qui est aussi celle de l'ESP32. On y trouve un registre fonctionnant selon une séquence par approximation successive, d'où le nom de SAR, et qui va générer une combinaison binaire, elle-même convertie en analogique. Et cette tension sera comparée au signal à convertir, et suivant si c'est trop ou pas assez, le SAR génère une nouvelle combinaison. Exemple. Je vais prendre un convertisseur à seulement 4 bits avec une tension de référence de 1 volt, soit 1000 millivolts pour la pleine échelle, ce qui donne un poids de 500 millivolts pour le poids fort. Allez, start, je commence la séquence avec seulement le MSB qui est utilisé pour la première combinaison. Les 500 millivolts sont comparés à la tension à convertir. Prenons par exemple 650. Le résultat, eh bien ici, c'est pas assez et c'est envoyé au séquenceur. Sous-entendu, le résultat est supérieur à la moitié de la pleine échelle. On rajoute le bit de poids suivant, donc 250, ce qui donne en tout 750 millivolts que l'on recompare à l'entrée. Cette fois, c'est trop, on enlève le bit et on rajoute le bit de poids suivant, donc qui vaut la moitié, soit 125. Ce qui nous donne en tout 625 millivolts que l'on recompare à nouveau à l'entrée. Comme c'est pas assez, on rajoute le bit de poids suivant, donc 62,5, ce qui donne en tout 687,5 que l'on recompare à nouveau à l'entrée. Et maintenant, c'est trop. On enlève donc le bit et vu que c'est le dernier, le LSB, on s'arrête. On a trouvé le résultat en binaire 1, 0, 1, 0. Si je reprends la séquence avec la courbe, la valeur à convertir, c'est 650, donc c'est ici. On teste en premier 500, la moitié de la pleine échelle, c'est pas assez. On passe à 750, c'est trop. On revient à 625, c'est pas assez. On remonte à 687, c'est trop. On enlève le LSB et on s'arrête. Résultat trouvé en binaire
1, 0, 1, 0. Ok, alors si j'ai parlé des cannes à approximation successive, c'est pas pour rien, bien sûr. En effet, dans un ESP32, on trouve deux convertisseurs SAR. On les reconnaît avec leur symbole à moitié triangulaire. Ils sont nommés ADC1 et ADC2. Ils sont pilotés par 5 contrôleurs ayant des fonctions spécifiques. Et enfin, un bloc en lien direct avec la mémoire du micro. Les deux contrôleurs dits RTC vont permettre de faire des conversions avec un minimum de consommation d'énergie. Néanmoins, ce sera au détriment de la fréquence de travail. Ces contrôleurs sont gérés par le processeur Ultra Low Power, indépendamment des deux CPU principales de l'ESP32. Ce qui permet entre autres de faire des conversions alors que le micro est en sommeil profond. Les deux autres contrôleurs, appelés digitaux, vont permettre de faire des conversions rapides sur plusieurs canaux. Ils sont en lien direct avec le DMA et peuvent générer des interruptions en fin de scan. J'ai dit scan car un contrôleur ne lance pas simplement une conversion, il démarre une séquence paramétrable. Séquence que l'on va stocker dans une table en indiquant le canal à convertir et avec quelle résolution. On a le choix entre 9 et 12 bits. Et on peut également définir une atténuation. Pourquoi une atténuation? Eh bien parce que les ADC de l'ESP32 fonctionnent toujours entre 0 et 1 volt pleine échelle. Mais on peut changer l'étendue de mesure en ajoutant une atténuation avant l'entrée de l'ADC. Par défaut, c'est 11 dB, ce qui fait correspondre 3,55 volts sur la pin à 1 volt sur l'ADC. Et pour la résolution, on va pouvoir modifier la valeur numérique max. Par défaut, c'est 12 bits, donc maxi à 4095. Autre chose, le mode de fonctionnement. Le scan peut être juste sur un seul ADC, ou bien sur les deux, qui fonctionnent en parallèle, ou encore alternativement, soit l'un, soit l'autre. En single, la valeur récupérée est sur 16 bits et elle contient le résultat de conversion sur 12, plus 4 bits pour indiquer la voie qui a été convertie. Si on utilise les deux ADC ensemble, la valeur renvoyée contient en plus le numéro de l'ADC et le résultat de conversion s'en trouve donc réduit à 11 bits maximum. Au niveau du brochage, sauf si on utilise le capteur à effet Hall ou d'autres fonctions spéciales, on dispose de 18 entrées analogiques. Mais attention, si on utilise l'interface Wi-Fi, ADC2 n'est plus utilisable. Il ne reste donc que 8 entrées, celles de l'ADC1. Et si on prend maintenant le brochage de la carte, on voit qu'il y a que seulement 6 entrées qui sont ressorties sur les broches pour ADC1. Par contre, pour ADC2, elles y sont toutes, mais comme dit précédemment, pas possible avec le Wi-Fi. Et autre remarque, les pins pour la fonction touch sont toutes placées sur des entrées ADC. Normal, car le résultat du touch, c'est une valeur numérique donnée par la conversion de la tension analogique issue de la mesure capacitive. Regardons maintenant comment réaliser le câblage externe. Il faut raccorder un truc qui délivre une tension, par exemple un capteur analogique. La pleine échelle de l'ADC étant de 1 volt, c'est donc la tension max à appliquer. Mais pas très pratique ce 1 volt car le SP32 est alimenté sous une autre tension, à savoir 3,3 volts. Mais heureusement, tout a été prévu, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la fonction d'atténuation. Par défaut, elle est paramétrée à 11 dB, donc on peut amener jusqu'à 3,55 volts sans problème.
Et donc on peut utiliser la tension d'alimentation de l'ESP32 pour câbler par exemple un potentiomètre. La valeur de 10K classique, ça permet d'avoir pas trop de courant consommé, donc faible puissance perdue, ici 1 milliwatt, mais la valeur de R peut être bien sûr modifiée. Tout est question de compromis entre consommation et immunité au bruit. À ce sujet, les préconisations constructeurs demandent de placer un condensateur de 100 nanofarad. Classique, on appelle ça une capa de découplage, d'autant plus utile si le potentiomètre ou le capteur sont loin de l'ESP32. Le bruit, donc les hautes fréquences captées, vont être éliminées, ou plus exactement, elles vont passer par le condensateur et l'ADC ne les verra pas. Je rappelle qu'un courant continu ne peut pas traverser un condensateur. Symboliquement, il est bloqué par la barre, alors qu'en alternatif, il peut traverser, et d'autant plus facilement que la fréquence est grande. Sur le graphe donné par le constructeur, on voit bien l'effet bénéfique du condensateur. Une petite remarque au passage, ils disent de le connecter sur le pad. Mais c'est quoi un pad? C'est comme une pin? Eh bien, presque. Tout dépend du boîtier de la puce. En termes de vocabulaire, une pin, c'est généralement pour les boîtiers dual inline, alors que les pads, ce sont des pastilles pour montage CMS et qui sont plus efficaces en termes de dissipation thermique. Et c'est bien des pads que l'on retrouve sur le SP32. Mais bon, on s'en fout un peu, car nous, le SP32, il est monté sur une carte de développement, et c'est bien sûr sur les 2 rangées de longues papates que l'on va se raccorder. Allez, passons maintenant à la programmation. Je rappelle qu'il y a 3 façons de faire. Premièrement, accéder directement au registre interne du micro, c'est le plus bas niveau, pas facile pour les débutants. Ensuite, on peut se servir de fonctions mises à la disposition par le constructeur. Ben là aussi, on a beaucoup de choses, donc dans ADC, introduction, etc. Et un premier mode de fonctionnement one shot, c'est-à-dire juste une conversion, et on nous explique comment ça se passe, comment on peut lire le résultat, etc., etc. Quels sont les types de données et définitions qui ont été adoptés. Ça peut être instructif, c'est-à-dire que ces noms-là, eh bien, vont nous permettre de nous repérer le ADC1, ADC2, les channels, les atténuations, le nombre de bits pour la résolution, le format de sortie, output format, donc avec les 2 possibilités, soit 12.4, soit 11.4.1, avec le numéro de l'ADC, ainsi de suite. Je reviens, il y a aussi le mode en continu, c'est-à-dire continuous, où on fait des conversions les unes à la suite des autres et on forme une trame de résultats. Donc là, c'est expliqué aussi comment on fait différentes fonctions utilisées. Voilà, et également la calibration, avec là aussi des fonctions pour accéder aux différents registres. Et enfin, solution la plus simple, c'est d'utiliser des fonctions de haut niveau, comme celles fournies pour Arduino. Mais à y regarder de près, il n'y en a qu'une seule qui est vraiment utilisable avec les ADC de l'ESP32. C'est le Analog Read. Allez, petite démo. Voici un petit programme de test où je vais utiliser le Analog Read ici, ou Analog Read un autre là, ou d'autres fonctions. Alors vous allez me dire, mais comment on connaît ces fonctions? Tout simplement, on va aller voir dans le point H pour voir les prototypes, et on va retrouver des définitions. On va retrouver les prototypes des fonctions et une explication de
comment elle fonctionne, voilà. Et on peut même aller voir plus loin dans le source, le point C, où on va retrouver eh bien, les sous-fonctions, je vais les appeler comme ça, qui sont appelées par les fonctions que j'ai placées dans le main. Donc là, on voit des fonctions, voilà, des fonctions pour fixer le nombre de bits, par exemple. Donc là, on est plus bas niveau que le main, hein. Voilà. Et tout un tas de choses pour attacher la pin. Et on va même assez bas niveau, puisqu'on retrouve des choses du style lire le périphérique, donc le registre directement. Et on voit quelles sont les adresses d'ailleurs utilisées. Donc les adresses de registre. Registre que l'on peut voir d'ailleurs dans le sensorregister.h là, où on retrouve eh bien, tous les registres qui ont été définis dans le micro. Je rappelle, je l'ai quelque part, voilà, que ça correspond à la documentation, bien sûr, de Expressif, où on a eh bien, le premier registre, le SR Read Control Register, avec bien tous les éléments. Et tous ces registres-là se retrouvent eh bien, ici. On le voyait d'ailleurs, si j'étais là, registre, donc l'adresse de base plus 8C, donc ça c'est, si on veut retrouver celui-là, il faut aller chercher l'adresse 8C, donc beaucoup plus loin, 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 8C, voilà. Le 8C qui est là, eh bien, qui correspond bien au sensor SR touch, voilà. Donc bon, on ne va pas descendre aussi bas de niveau. Moi, je vais utiliser les fonctions de haut niveau. Alors, si je commente ce programme, au début, je définis sur quel pin je vais travailler. Donc, j'ai câblé un potentiomètre sur la broche 36, qui s'appelle aussi VP, mais surtout important, qui est sur l'ADC1 canal 0. Ensuite, ça c'est le terminal série. Je les ai mises en commentaire, elles ne vont pas être utilisées, mais on aurait pu les utiliser ici. Analog set atténuation pour changer l'atténuation, donc la plage de mesure. Donc là, si j'ai mis 11 dB, c'est par défaut. Par défaut, c'est de 0 à 3, et quelques volts. La résolution, je ne l'ai pas exécutée parce que c'est 12, c'est la valeur par défaut, 12 bits. Ensuite, des variables où je vais récupérer la valeur convertie, donc valeur ADC. Je vais la récupérer aussi sous forme de tension en millivolts et je vais faire aussi un calcul de cette tension. Canal ADC, c'est juste pour savoir et vérifier, on en a, c'est pas utile, hein, c'est juste du gadget, c'est juste pour montrer cette fonction et dire qu'elle va retrouver que 36, c'est le channel 0. Et donc, je vais faire une lecture de la pin du potentiomètre, valeur ADC que je vais afficher, et je l'affiche ici sur le canal qui a été trouvé, qui sera, je l'espère, le 0. Oui, c'est bien le 0, on le voit, ça fonctionne en bas là, 0. Une fonction qui lit directement la tension au niveau du convertisseur, donc en millivolts. Je l'affiche à la suite, c'est donc celle qui est en second là. Et ensuite, j'ai pris la valeur brute, donc qui varie de 0 à 4095, et je la mets à l'échelle de la tension d'alimentation de ma carte. Je l'ai mesurée au voltmètre à 3,32 volts, et donc je fais un calcul tout bête qui est censé être la même chose que ce que me donne la fonction read millivolt. Un petit délai, j'ai oublié d'en parler, pour que l'affichage ici soit pas trop fluctuant, parce que si on met pas de délai,
la conversion se fait beaucoup plus rapidement et là, on n'arrive pas bien à lire. Ça aussi, c'est du gadget, c'est pas obligatoire. Alors, si on regarde la précision de la mesure, je vais redescendre à 0, le potentiomètre. Donc, vous ne voyez pas le potentiomètre, mais l'affichage sur mon voltmètre. Donc, à 0, on voit que, eh bien, il y a bien 0, valeur brute, convertie par calcul à 0, mais la valeur sur le convertisseur, par la fonction analog grid de millivolts, eh bien, nous donne 142 là, millivolts, ce qui correspond eh bien, au seuil bas, j'en parlerai tout à l'heure, et on va s'en rendre compte, parce que si je monte la tension, on voit eh bien, que finalement la valeur brute ne commence que à partir de ce seuil. Là, j'ai en réalité 100 millivolts, ce qui est bien traduit, hein, et de l'autre côté, la valeur brute, elle ne commence qu'à peine. Ensuite, on voit eh bien, que la valeur donnée en millivolts réels est plus grande que celle calculée, mais est plus proche de la réalité. Donc le calcul ici sous-estime la valeur. Je continue à monter. On voit que le millivolt réel par la fonction est assez proche, alors que pareil, le calcul sous-estime. Je continue, je continue. Là, ça commence à se rapprocher. Calcul est réel à 1100 et quelques. Je continue. 1800, 1900. On voit que là, c'est relativement proche. Je continue. Et là, on voit eh ben, qu'il y a toujours un écart. Je continue. Et là, par contre, pour les valeurs hautes, le calcul surestime la valeur. Et on va arriver à un seuil également. Et que là, l'écart est important. Le calcul surestime trop. Et on voit une butée à 3113. Et la tension, si je l'augmente, eh bien, il n'y a plus rien. Il y a une saturation à partir de ce 3,11 millivolts. Voilà. Essayons d'expliquer ça. Une première remarque, c'est que dans la doc constructeur, c'est indiqué un seuil à 100 millivolts et un autre à 950 millivolts pour la tension d'entrée. Attention, celle de l'ADC, qui n'est pas celle sur la pin, car je rappelle qu'il y a un bloc d'atténuation intercalé. De plus, la fonction de lecture des millivolts nous indique la vraie valeur de la tension en entrée, mais avec des seuils hauts et bas. Sur un graphe, ça donne ça. Tant que la tension reste inférieure à 142 millivolts, la valeur numérique reste à 142. Même pour 0 volt, on a 142. Après le seuil, conversion correcte de la tension, et lorsque l'on atteint le seuil de 3113, c'est le max de l'ADC, on sature à cette valeur. Avec la fonction brute analog read et une mise à l'échelle à la tension d'Alim, ça donne la courbe rouge. On part bien de 0, mais on y reste tant que la tension d'entrée est en dessous de 142 millivolts. Ensuite, la valeur numérique augmente, mais avec une sous-estimation par rapport à la valeur réelle. Au milieu de la plane échelle, c'est proche de la réalité, puis c'est l'inverse, surestimation. Et saturation au seuil de 3113 qui donne le max de l'ADC à 4095. Si on se sert de ce max pour la mise à l'échelle, ça donne une autre courbe avec un max égal à la vraie tension. Mais on a toujours un décalage à cause du plateau de départ à 142. Allez, la précision c'est bien, mais qu'en est-il de la rapidité?
Eh bien, je vais faire un autre programme pour étudier ça. Dans la boucle principale, je fais la lecture de la broche 36, donc lecture analogique. Je mets ça dans un entier i. Ensuite, je permute l'état d'un bit qui a été déclaré comme un booléen. Et ensuite, j'envoie l'état de ce bit sur une pin, une broche de l'ESP32 et qui a été définie test oscillo et qui est en fait la pin 14. Au préalable, bien sûr, j'ai défini que cette pin 14 était en output. Si on regarde à l'oscilloscope, on voit un signal carré de rapport cyclique 50% normal, puisque eh bien, on a une durée à l'état haut et à l'état bas qui doit être quasi identique, puisque à chaque fois ça correspond à un temps de boucle. Si je fais une mesure et que je bloque, là on était à 84, quelque chose, 84,8, donc en gros 85 microsecondes, et on voit un petit glitch là sur les fronts. Alors si je zoome, en fait, on ne voit pas d'anomalie. Je fais la même chose au niveau du front descendant pour vraiment vérifier. En effet, il n'y a pas d'anomalie si je bloque. Donc ça veut dire que les temps ne sont pas les mêmes. Donc du coup, la fréquence varie un petit peu. C'est pour ça que ça bouge sur l'oscilloscope. Mais rien de grave, on a toujours qu'une seule conversion par temps de cycle. Et c'est ça l'important. Je rajoute maintenant juste une ligne pour faire une nouvelle conversion analogique sur une autre broche, la 35, et je récupère le résultat. Donc en fait, par rapport à tout à l'heure, il y a juste cette ligne en plus là, et donc la différence de durée correspondra exactement au temps d'exécution de cette instruction. Je remets l'oscilloscope et on voit bien que le temps à l'état bas ou le temps à l'état haut, qui correspond à chaque fois à un tour d'une boucle, a doublé, puisqu'on est, si je fais une mesure, à 170 microsecondes, donc 85 fois 2. Je continue le même raisonnement en rajoutant une nouvelle conversion analogique, maintenant sur la broche 34, et on va regarder combien de temps dure la boucle maintenant. Eh bien, on voit qu'elle fait 85 microsecondes de plus, puisqu'on trouve 255 maintenant microsecondes. Donc ça veut dire bien que le temps d'inversion du bit là est négligeable, puisqu'on a 3 fois 85 au total. Pour le vérifier, rien de plus simple, il suffit d'enlever les conversions analogiques de la boucle et de garder que l'inversion du bit. Du coup, c'est tout petit, je zoome, et je vais faire une capture. 470 passé, 475, 80 microsecondes. Tout petit. Attention, parce que si on se sert du terminal série, donc on commence par l'initialiser une seule fois dans le setup, là, ça change les temps de boucle malgré qu'il n'y ait pas d'affichage. J'ai pas fait ici d'affichage, j'ai juste ça. Et on va voir que les temps de boucle sont bien augmentés. Pour vous épargner tous les détails des oscillogrammes, voici juste les résultats. La boucle principale, avec le même contenu et sans conversion, donc juste l'inversion du bit, passe de 0,5 à 7 microsecondes si on démarre le port série dans le setup. Normal, il y a forcément, avec le port en fonctionnement, plus d'instructions cachées qui s'exécutent en arrière-plan. Si je rajoute une conversion analogique, là, bizarrement, la fonction dure maintenant plus longtemps. Pourtant, elle fait la même chose qu'avant, et pourtant, je mesure la durée uniquement du analog grid. Étrange. Résultat cependant confirmé avec d'autres essais.
Et autre chose à savoir, si on veut afficher un résultat sur le terminal série, eh bien c'est que la fonction d'affichage, elle prend beaucoup de temps. Exemple ici, j'affiche juste un bonjour tout simple. À l'oscillo, on voit des temps de boucle d'environ 10 millisecondes. C'est beaucoup, beaucoup. Pourtant, si on zoome, on voit un ensemble de quelques boucles qui durent très peu de temps, suivi d'un long temps d'attente. Je modifie légèrement le programme pour bien voir combien de fois le printf est appelé. Et en plus, je mets à 1 le bit test lors de son exécution. À l'oscillo, on retrouve le même phénomène. Si je mesure la période totale, ça donne 10,5 millisecondes. Et si je zoome, on voit les appels de la fonction, quand le bit est à 1, à chaque tour de boucle. On mesure 7 appels courts, plus un huitième où on reste bloqué. Petite règle de 3, 8 appels en 10,5 millisecondes, ça donne environ 45 000 en 1 minute. Ce qui est vérifié si je regarde la valeur de i sur l'affichage du terminal série. Conclusion, avec des appels successifs rapides, au bout d'un certain nombre, il y a blocage. C'est peut-être dû à une saturation du buffer de réception et du coup, on perd beaucoup de temps avant de pouvoir recommencer normalement. Une solution utilisée parfois, c'est de rajouter un petit délai, ici 1 milliseconde. Du coup, plus de saturation et des appels réguliers, environ 11 ici, au lieu de 8 tout à l'heure, sur la même période. Sur 1 minute, on voit que l'on est gagnant. C'est le même principe que la régulation de vitesse sur l'autoroute. Il faut ralentir pour aller plus vite. Quel drôle de concept. Et il ne faut pas abuser non plus. À trop ralentir, on n'avance plus. Pour revenir au convertisseur, pour faire afficher la valeur, on peut faire simplement comme ça. Sur l'oscillo, on voit des boucles rapides suivies de temps morts, comme expliqué précédemment. Si j'intègre un tout petit délai dans la boucle, on voit que les temps de boucle sont maintenant réguliers. On réalise des acquisitions analogiques à intervalles réguliers, ici un peu plus de 1 milliseconde, soit la durée du délai. Et le fait d'avoir un échantillonnage régulier, c'est beaucoup mieux. Prenons un exemple. Je réalise au départ beaucoup d'acquisitions dans un temps très court. Ensuite, une longue pause, puis à nouveau des acquisitions rapides. J'en déduis que le signal analogique, il a cette forme. Je réalise maintenant sur le même signal un échantillonnage régulier avec le même nombre de points. Et là, c'est plus du tout le même résultat. Et oui, avec la première technique, on n'a pas vu les points intermédiaires, ce qui a tout faussé. En théorie, il existe un théorème, celui de Shannon, qui caractérise la fréquence d'échantillonnage d'un système numérique. Ah, petite erreur sur la photo, ici on ne parle pas de Shannon Elizabeth, mais plutôt de Claude Shannon, le savant, un peu moins connu que Einstein, mais tout aussi talentueux. Et dans beaucoup de domaines. Précurseur en intelligence artificielle, il est aussi considéré comme le père de la théorie de l'information, et dans laquelle il explique notamment que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence du signal à traiter. Pour comprendre, il faut savoir que le contenu fréquentiel du signal numérique échantillonné comporte des répliques du spectre d'origine centrées sur des multiples de la fréquence d'échantillonnage, appelée ici FE. Si le critère de Shannon est respecté, donc FE plus grand que 2 fois Fmax, alors tout va bien. Par contre, si FE est choisi trop basse, les répliques se décalent à gauche et vont se chevaucher, et la forme du spectre d'origine sera perdue. Si on reprend les chiffres des essais précédents, ça nous donne 6 kHz, mais ça c'est une limite impossible à atteindre car c'est juste en considérant le temps mini d'une acquisition.
Et on l'a vu, en pratique, c'est plutôt 200 microsecondes qu'il faut considérer. Et en plus, un programme qui ne fait rien que lire, ça sert à rien. Il y a forcément du traitement et donc un temps de boucle. Un ordre de grandeur de 1 à 10 millisecondes, ça implique de traiter des signaux de l'ordre de 50 à 500 Hz. C'est pas beaucoup, suffisant pour les bricoleurs, mais si on veut faire mieux, il faudra aller chercher des fonctions de plus bas niveau, voire même manipuler directement les registres internes et travailler avec des interruptions. Bon, allez, je m'arrête là. À bientôt pour la suite et je vous laisse deviner ce que ça va être.